10 traducteurs enfermés dans un bunker pour traduire un best-seller mondial. Ce n'est pas une nouvelle émission de télé, ni le synopsis d'un roman à suspense, mais une réalité. Bienvenue sur un nouvel épisode des Mystères de la littérature, où je vous parle des faits surprenants, étranges, autour du livre, des écrivains et du monde du livre. Dan Brown, ce nom ne vous est peut-être pas inconnu, puisqu'il est l'un des auteurs américains les plus connus mondialement, notamment à cause de son roman Da Vinci Code, publié en 2003 et qui s'est écoulé à plus de 250 millions d'exemplaires. Ce roman historique retrace l'aventure et surtout l'enquête d'un spécialiste des symboles qui, suite à un meurtre qui a été commis dans le Louvre, va l'amener à faire une découverte à partir d'un tableau de Léonard de Vinci qui va complètement chambouler les certitudes qu'on pouvait avoir sur le monde et sur l'humanité. Et donc à partir de là, il va essayer de percer le mystère de tout ça. Vous avez forcément lu le livre ou vu le film qui a également été un succès tout autour du monde. Et il se trouve que l'engouement était tel que en 2013 et en 2017, Dan Brown a décidé d'écrire une suite des aventures de son héros principal sous le nom d'Inferno et Origine. Mais ce qu'on sait moins sur ces deux ouvrages, c'est qu'un choix de traduction étrange et surprenant a été adopté. Direction l'année 2013. Dominique Defferre et Carole Delporte sont deux traducteurs français qui ont déjà l'habitude de travailler sur des best-sellers, mais aussi de travailler ensemble puisque ils avaient déjà traduit tous les deux la biographie de Steve Jobs. Il se trouve qu'ils sont contactés par les éditions Lattès pour traduire le dernier roman de Dan Brown, Inferno. Ils acceptent et dès le départ on leur fait signer un contrat de confidentialité de 20 pages, ce qui est quand même un procédé assez commun quand on parle de best-seller et d'œuvres inédites, mais dès le départ on leur interdit de dire à quiconque, même à leurs enfants, à leurs conjoints, à leur famille, où ils vont aller pour traduire le dernier roman de Dan Brown. Fin janvier, on annonce à Dominique Defferre que lui et Carole Defferre et leur éditrice seront envoyés à Londres pour traduire le texte. Il commence donc à préparer avec lui, notamment acheter des adaptateurs pour son ordinateur et aussi à demander conseil au traducteur français d'Harry Potter qui lui avait déjà été dans cette situation où pour l'un des tomes, il avait été obligé de se rendre dans les locaux de la maison d'édition pour traduire en toute sécurité le dernier tome d'Harry Potter. 2 semaines avant le départ, un premier changement est effectué. On leur annonce qu'ils n'iront plus à Londres, mais à Milan, en Italie, pour traduire le texte. Le bunker est situé donc à Milan, au milieu de nulle part, au niveau du siège de Mondadori, qui est l'un des plus grands groupes éditoriaux italiens. Et c'est vraiment un bâtiment très imposant, futuriste, voire post-apocalyptique, qui mêle à la fois béton, verre. On a vraiment un peu un ovni au milieu de nulle part. Il y a un peu un côté, entre guillemets, base militaire, si je puis dire. Et Dominique Defferre est le premier à arriver sur les lieux aux alentours de mi-février, sur les coups de 10 heures. Il arrive sur le site par le biais d'une navette et il y a déjà un premier contrôle à l'entrée où on vérifie son pass et son identité, mais les choses ne s'arrêtent pas là, puisque quand il arrive au niveau du bunker, il y a déjà 2 gardes armés et 2 vigiles qui vont lui informer de toutes les interdictions, toutes les règles à suivre, etc. Et dès le départ, il va devoir consigner dans un casier tous ses affaires électroniques, son téléphone portable, tous les éléments en fait qui pourraient être susceptibles d'être piratés ou qui en tout cas pourraient permettre de faire des photos ou d'enregistrer le texte, etc. Donc vraiment tout ça est consigné et les vigiles vont aussi noter minutieusement les va-et-vient de chaque traducteur. Une fois que tout est consigné, sécurisé, il peut enfin passer les portes du bunker. Donc il descend les marches et il se retrouve dans une salle souterraine sans fenêtre de 200 mètres carrés, disposée un peu comme une salle de classe où il y a un tableau blanc, des tables avec des petits drapeaux des différents pays qui correspondent aux différents traducteurs qui sont présents avec lui, des chaises, un frigo, un micro-ondes,
une machine à café, une imprimante, et c'est tout. Et 2 ordinateurs reliés à internet. Les traducteurs commencent à arriver peu à peu au compte-gouttes, soit ils sont d'abord tout seuls, soit ils arrivent déjà en équipe, puisqu'il faut savoir que il y a en tout 6 pays différents, avec la France, l'Allemagne, l'Espagne, la Catalogne, le Brésil et l'Italie. Donc il y a 6 pays différents qui sont représentés, avec à chaque fois c'est des équipes de plusieurs personnes, puisqu'il y a 2 traducteurs et parfois une 3e personne qui correspond à l'éditeur ou à la responsable éditoriale. Pendant le premier jour et demi de travail, Dominique Desfers va être le seul de son équipe à être sur les lieux. On va lui distribuer les 600 pages du texte, en tout cas les 3/4 du roman de Dan Brown en anglais, qu'il va devoir lire et ficher, c'est-à-dire faire un résumé pour ensuite faire un petit topo à la traductrice Carole Delporte qui va arriver et à leur éditrice. Et donc c'est lors du 3e jour, quand l'autre traductrice Carole Delporte et leur éditrice arrivent, que les choses sérieuses commencent. Les traducteurs ont 2 mois, top chrono, pas de jour en plus, pour traduire dans le bunker les 600 pages du roman de Dan Brown. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout était très chronométré, très cadré, puisque ils avaient des horaires très précis qu'ils devaient respecter, c'est-à-dire que leur temps de travail était de 9h à 21h, soit 12 heures de travail, ce qui peut paraître énorme, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils avaient quand même une charge de travail assez intense, puisque par jour, ils devaient traduire environ 22 pages du livre, ce qui est quand même assez conséquent. À côté de ça, ils avaient qu'1 heure pour manger. Ils mangeaient dans la cantine des locaux de Mondadori, donc avec les 400 autres employés du siège, sauf qu'il y avait des règles très précises à respecter. Il était interdit pour les traducteurs d'échanger avec les autres employés même quelques mots. Ils étaient vraiment repliés sur eux-mêmes, même pendant les temps de repas, puisqu'il y avait vraiment cette peur constante qu'une info soit communiquée ou que tout simplement il y a une fuite qui soit ensuite communiquée dans les journaux, dans la presse, sur internet, etc. Vraiment il y avait une peur constante du piratage. Pendant 2 mois, c'est donc le même schéma qui va se répéter. Ils arrivent sur le site par le biais de navettes où ils doivent confirmer leur identité par le biais des passes. Ensuite, au niveau du bunker, il faut qu'à nouveau ils mettent dans des consignes toutes leurs affaires personnelles, tout leur appareil électronique. Et au niveau de la cantine, il y a vraiment ce côté un peu express où ils doivent parler à personne et ils sont vraiment enfermés entre eux durant toute la journée de 9h à 21h. Mais ce n'est pas la seule particularité. Tous les traducteurs sont venus avec leur ordinateur personnel, mais la première chose c'est qu'ils ne sont pas reliés à internet. C'est interdit pour eux d'avoir internet sur leur ordinateur portable, et aussi ils sont entre guillemets neutralisés de toute forme de piratage. On a mis des caches ou du scotch au niveau des ports USB. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour un traducteur, l'accès à internet est essentiel pour son travail, que ce soit pour traduire un mot, vérifier un lieu, un élément historique, une expression, une citation. Vraiment c'est quelque chose de très important. Et donc dans ce cas là, quand on n'a que 2 ordinateurs reliés à internet pour une équipe de 10 personnes, ça devient très contraignant, puisque à chaque fois il faut se lever de son poste de travail. Souvent l'ordinateur est toujours occupé, donc il faut patienter. Et le plus aussi contraignant, c'est qu'il était interdit pour les traducteurs de se promener dans la salle de travail, dans le bunker, avec le texte original. Il était interdit de se déplacer avec. Donc à chaque fois, les traducteurs, quand ils voulaient vérifier une page ou un extrait, même si c'était long, ils devaient recopier sur un calepin le mot, la phrase, l'extrait ou la citation qu'ils voulaient vérifier. En fin de journée, chaque travail était déposé sur un serveur interne qui avait été créé spécialement pour l'occasion, qui était géré par les informaticiens de Mondadori. Donc vraiment une équipe qui se consacrait pleinement à cette session de traduction assez inédite et surprenante. Et donc ce qui était hyper étonnant, c'est que les informaticiens pouvaient savoir, grâce à ce réseau interne, par exemple si un traducteur n'avait pas sauvegardé son travail le jour même, et donc il pouvait dire tiens machin, je vois que tu as oublié
de sauvegarder ton travail, il faut que tu le fasses. Donc vraiment, ils avaient un œil sur tout. Vous vous imaginez bien que être coincé dans un bunker 12 heures par jour, c'est une expérience de traduction et surtout une expérience sociale assez inédite et collective qui va vraiment créer une affinité entre tous ces traducteurs qui vraiment sont coincés pendant des heures tous ensemble pendant 2 mois. Ça va forcément créer des liens. Et donc il y a des petits moments de détente, de légèreté qui vont avoir lieu. Par exemple, ils vont aménager dans le couloir un coin fumeur. À partir d'une certaine heure, ça va être un peu l'heure de l'apéro, quoi, la happy hour, où chacun apporte de quoi grignoter et de quoi boire, que ce soit les Allemands avec de la grappac et de l'eau de vie de raisin. Il y a Dominique Desfers qui révèle que lui, il adorait se faire un petit whisky en fin de journée. Et il a même réussi à convaincre les vigiles d'aller lui chercher de temps en temps des glaçons pour son whisky. Donc vraiment il y a un côté un peu sympa, il y a même des petites blagues qui se font entre traducteurs, il y a une ambiance assez bon enfant. Ils ont même la possibilité de communiquer de manière indirecte avec Dan Brown, donc l'auteur, puisque comme je vous l'ai dit plus tôt, il y a un tableau blanc. Et donc sur ce tableau blanc, chaque traducteur peut noter toutes les questions qu'il a sur le texte, sur un élément d'histoire, sur une possibilité d'incohérence, etc. Et donc toutes ces questions sont transférées à l'auteur et on va leur amener des réponses. Donc vraiment, ils ont même la possibilité d'échanger avec le créateur du roman, donc c'est quand même assez sympa. Mais il faut pas oublier que derrière cette apparence un peu bon enfant, colonie de vacances, examen de fin d'année, il y a vraiment une énorme pression et une atmosphère assez toxique qui va pas tarder à se faire sentir. On est quand même dans un processus de traduction assez extrême puisque on a 10 personnes coincées dans un lieu où elles sont surveillées, fliquées, où elles doivent travailler 12 heures par jour. C'est vraiment un lieu sans fenêtre, vraiment être éclairé pendant 12 heures à la lumière artificielle, où tu as des soucis de matériel, etc. C'est quand même assez intense et surtout tu as une grosse pression puisque tu dois traduire beaucoup de pages par jour et vraiment il y a quand même une atmosphère assez anxiogène, tu es privé de tous tes repères, t'as plus de réelle intimité, tu peux pas communiquer avec tes proches pendant que tu travailles, ça sera vraiment avant 9h ou pendant la pause déjeuner ou après 21h, mais sinon tu peux pas communiquer avec tes proches, donc vraiment il y a quand même un caractère assez anxiogène. Carole Delporte, qui est l'autre traductrice, elle va elle-même avouer que quand même c'est une expérience peu commune, jamais vue auparavant, et qu'il faut quand même être assez blindé psychologiquement pour vraiment rester coincé dans un bunker pendant 2 mois et travailler pendant 12 heures et avoir une pression immense sur les épaules. Vraiment, c'est pas quelque chose de donné à tout le monde et c'est vraiment un marathon, si je puis dire. Même Dominique Desfers, il va avouer qu'il s'est rendu compte qu'au fur et à mesure des jours qui passent, eh bien, il y a vraiment des traducteurs qui maigrissaient à vue d'œil parce que c'était vraiment un stress gigantesque, une énorme pression. Et même lui, dès qu'il pouvait, il appelait son éditeur, son responsable pour lui dire voilà, au niveau de la traduction, j'en suis là, on avance bien, etc. Effectivement, c'est comme tous les souvenirs où on a beaucoup travaillé, on garde le meilleur, mais oui, il y a du stress, parce qu'on a peur de ne pas réussir, il faut se tranquilliser, et puis il y avait des équipes où des gens mangeaient plus parce qu'elles étaient très tendues, il y avait aussi des problèmes très tout simple des problèmes matériels, d'éclairage, ce genre de choses qui sont absolument fondamentales. Comme je vous l'ai dit, c'était vraiment une atmosphère très contrôlée, très anxiogène. Il y avait vraiment même des effets un peu de paranoïa où on se demandait si au cours de ce mois il y allait avoir une fuite. Il y avait aussi l'interdiction de sortir du bunker avec quoi que ce soit, interdiction d'avoir une feuille de papier, un bloc-notes ou quelconque objet. Vraiment il devait sortir du bunker avec les poches vides et il y avait aussi une interdiction de prendre des photos parce qu'à un moment il y a Dominique Desfers qui révèle que il y a 2 Allemands qui ont voulu prendre des photos de l'enceinte extérieure, donc ce n'était pas le bunker, et là vraiment il y a un vigile qui a déboulé et qui leur a interdit de prendre des photos, d'arrêter ça tout de suite. Donc vraiment c'était très contrôlé. C'était assez complexe comme environnement parce qu'on se retrouvait quand même à une quinzaine dans un open space
enfermé quand même de 9h à 21h. Enfin, enfermé entre guillemets, on avait le droit d'aller aux toilettes, mais c'était quand même noté par le vigile. Hein. Carole Delporte sort à 9h42 et revient à 9h47. Hein. C'était quand même... c'est très particulier, hein, nos portables enfermés dans des petits casiers à clé. Enfin, c'était... oui. Et ils nous ont quand même pris nos ordinateurs quand on arrive. Ils ont tout effacé et tout remis pour être sûr que... on n'allait pas ressortir avec des fichiers cryptés du texte quelque part. Enfin, il y avait un côté très anxiogène quand même. Lors de la dernière semaine, on a distribué les derniers chapitres du roman. Quand les derniers efforts ont été faits, quand la traduction était terminée, c'est vraiment resté sécurisé jusqu'au bout. Puisque déjà, les informaticiens ont supprimé directement sur les ordinateurs personnels de chaque traducteur tous les dossiers, tous les documents relatifs à la traduction pour que vraiment il n'y ait plus aucune trace de cette traduction d'Inferno. Et ensuite le texte, la traduction, a été mis pour chaque traducteur sur une clé USB codée, sécurisée. Les traducteurs ne connaissaient pas du tout le code et ensuite ça a été remis à chaque éditeur des maisons d'édition internationales, voire mondiales, pour ensuite que ça soit amené à l'imprimeur et imprimé. Le 14 mai 2013 marque la sortie originale d'Inferno et ensuite durant tout le mois de mai qui a suivi, les traductions sont sorties au fur et à mesure. Pour la France c'était le 24 mai 2013 et jusqu'au bout il y a vraiment des précautions qui ont été prises de manière très intense, que ce soit l'imprimeur ou les libraires, etc. Il y a eu vraiment des règles très strictes à respecter, des contrats de confidentialité qui ont été signés. Vraiment c'était une sortie qui a été très sécurisée jusqu'au bout. Et le plus surprenant, c'est que ensuite pour le 5e livre de Dan Brown, qui est Origine, avec encore une fois une nouvelle aventure de son héros principal, eh bien cette expérience avec les traducteurs a été répétée, mais cette fois avec un niveau au-dessus. Dominique Delfer et Caroline Delporte se sont à nouveau portés volontaires pour la traduction d'Origine en 2017. Et cette fois, ils ont décidé de réunir tous les traducteurs dans un seul et même lieu à Barcelone. Puisque ce qu'il faut savoir avec Inferno, c'est qu'il y avait 2 groupes de traducteurs, parce qu'il y avait encore une fois une peur de fuite, donc ils avaient préféré séparer les équipes avec, comme on l'a vu plus tôt, à Milan, il y avait la France, l'Allemagne, l'Italie, la Catalogne, l'Espagne et le Brésil. Et à Londres, il y avait la Suède, les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège, la Turquie et j'en oublie un, la Suède. Et donc cette fois ils ont vraiment réuni 26 personnes, donc 26 traducteurs à Barcelone dans un même lieu. Cette fois le bunker était situé au 6e étage du plus grand groupe espagnol éditorial qui s'appelle Grupo Planeta. Et les conditions étaient à peu près les mêmes, à quelques différences. Déjà, tous les traducteurs devaient cacher leur identité, en dire le moins possible, puisque ce qu'il faut savoir c'est qu'à leur arrivée à Barcelone, il y avait des journalistes, des caméras et des reporters, en tout cas c'est ce qui a été dit, qui les attendaient pour les interviewer, donc il fallait absolument qu'ils cachent leur identité. Au moment quand même de la traduction dans le bunker, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable. Hein. D'un seul coup, on était sous les feux des projecteurs, il y a quand même des journalistes qui sont venus avec des caméras. Quand on était la dernière fois à Barcelone, c'était « Attention, des journalistes vous cherchent, si on vous parle, vous êtes en stage ». Enfin bon, il y avait des communications officielles. Il fallait pas qu'on nous trouve, on était dans une salle occulte, sans fenêtre, enfin, c'était très particulier quand même. Donc il y a une espèce effectivement de paranoïa et de romanesque qui s'installe au sein du bunker lui-même. C'est assez étonnant. Et le second point majeur, c'est qu'il était interdit pour les traducteurs d'amener leur ordinateur personnel. Cette fois, c'était un ordinateur qui leur était fourni pour éviter encore une fois tout risque de piratage. Et pour la petite anecdote, le bunker à Barcelone pour Origine a été surnommé l'igloo parce qu'il faisait un froid horrible dans ce bunker, puisque il y avait la climatisation qui était trop forte et surtout c'était une salle très étrange qui ressemblait en soi à un igloo parce que il n'y avait pas de fenêtre, mais c'était du verre un peu translucide qui avait été posé, donc vraiment c'était
une expérience de traduction un peu étrange et vraiment dans des conditions compliquées. Si en plus de tout le matériel, de toute la pression qu'on a à gérer, on se retrouve à crever de froid à cause de la climatisation, c'est pas vraiment hyper top. Cette histoire des traducteurs, c'est clairement une histoire qui pourrait relever de la fiction, et c'est d'ailleurs ce qui a inspiré Régis Frouinsart dans son film Les Traducteurs, qui est fortement inspiré de cette expérience de traduction. C'est un film que je vous conseille, qui est vraiment fascinant, et quand on connaît l'histoire c'est encore plus intéressant. C'est un très très bon thriller qui bien sûr va beaucoup plus au-delà de l'expérience que je viens de vous raconter. Ça montre comment une expérience littéraire inédite peut inspirer le cinéma. Et je terminerai cette vidéo en disant qu'il ne faut pas oublier quand même que cette expérience complètement inédite de traduction, ça reste un immense coup marketing. Même la traductrice Carole Delporte l'a avoué, parce que même si tous ces traducteurs ils ont signé un énorme dossier de confidentialité, si on a aujourd'hui ces témoignages et si aujourd'hui il y a des dizaines d'articles français et même anglais et dans différentes langues qui sont publiés et que tous ces traducteurs ont pu être interviewés, c'est que clairement c'était calculé. On voit vraiment que pour la sortie d'Inferno et Origine, on a vraiment essayé de créer le buzz autour de cette histoire de traducteurs, et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'interviews qui ont été faites sur le sujet. Et à côté de ça, il y a vraiment, je trouve, ce côté intéressant de vouloir insérer une histoire dans l'histoire elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, je trouve que c'est très ingénieux de la part de l'éditeur américain d'avoir fait ce choix. Et même si voilà, il y a des infos qui peuvent paraître choquantes, faut pas oublier que tous les traducteurs étaient volontaires et ils savaient clairement dans quoi ils s'engageaient. Voilà pourquoi je trouve que c'est un cas intéressant à la fois sur l'expérience en elle-même et surtout le côté marketing et stratégique qu'il y a derrière. Voilà, écoutez, c'était tout pour l'histoire que je voulais vous raconter aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je les lis tous et je suis ravie à chaque fois d'y répondre. Et sur ce, je vous donne rendez-vous dans très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye.